Salut à toutes et à tous, c'est Mathieu sur Radio Gameozo, c'est l'heure de la vérité. Mon invité de ce soir, je dois vous l'avouer, est une personne exceptionnelle. En tout cas, une personne au métier exceptionnel, un métier dont une multitude d'enfants a toujours rêvé et rêvent toujours de l'exercer. Je parle pas de pilote d'avion, astronaute ou même président, non, j'ai pas le président en ligne, mais bien du métier, je parle du métier d'explorateur. Par exemple, Dominique Youngblood, c'est son nom, est un explorateur. Il explore et découvre. On comprendra au cours de l'émission le métier, que le métier veut que l'on se diversifie dans ce domaine, notamment dans l'écriture de livres par exemple. Et vous verrez que l'intérêt de cette interview de Dominique Youngblood, on va se pencher du côté historique de la vérité, avec des questions apparemment singulières, mais pourtant légitimes, qui étaient là avant nous, il y a des dizaines, centaines, voire des millions d'années. Comment est-ce qu'ils vivaient ? Quels étaient leurs savoirs, leurs capacités physiques et psychiques ? Des questions que se sont posées évidemment plusieurs intellectuels de ce monde, par exemple, pour citer que lui, Jacques Bergier, mais aussi Dominique Youngblood par exemple, et auxquelles on a déjà apporté quelques réponses, mais au vu de l'immensité du domaine de l'inconnu patrimonial terrestre, des réponses, on a l'impression qu'il n'y en aura jamais assez. Pour trouver des réponses, il n'y a pas quatre chemins, on va sur le terrain, directement, sonder, déterrer, prendre des mesures, etc. Dominique Youngblood et son équipe n'a pas arrêté du 25 avril au 12 mai 2014. Séjour durant lequel il fallait approfondir les connaissances à propos de la vallée de Visoko en Bosnie. Vallée qui a tout l'air d'un vestige ancestral, voire antédiluvien. C'est ce qui intéresse justement Dominique Youngblood, savoir de quand date ce domaine qui contient entre autres labyrinthes souterrains, temples et autres pyramides. L'expédition s'est déroulée donc en avril-mai 2014 et elle a un nom, European Pyramid Research, deuxième de ce nom, puisque l'équipe avait déjà eu l'occasion de découvrir le site au préalable en 2013. Alors, antédiluvien, pas antédiluvien, pyramide, pas pyramide, vous saurez tout dès maintenant sur Radio Gameozo, dans mon émission La Vérité. Bonjour Dominique Youngblood, vous m'entendez-vous ? Oui, bonjour. Ça me fait très très chaud au cœur de vous avoir parmi nous. Je dois vous le dire, vous le savez très bien. Et vous êtes le bienvenu sur Radio Gameozo. Alors, pour commencer, plusieurs questions, puisque peu de personnes au final vous connaissent. Alors, vous êtes un aventurier, explorateur, c'est un métier peu courant donc, tout autant surprenant pour l'opinion publique qui peut penser que tout sur cette planète a déjà été exploré, découvert et expliqué. Alors, votre métier, c'est quoi et quand est-ce que ça a commencé ? Je vous pose la question. Alors, et quel âge avez-vous déjà ? 57 ans. 57 ans déjà. Je suis plus près de la retraite que je ne suis, dans la foulée de mon métier. En fait, j'ai démarré ceci en 1985 et de manière totalement, comme un hobby au départ, puisque si le métier d'explorateur est un véritable métier, le métier de chercheur de vérité concernant l'histoire des civilisations, c'est plus une passion qu'une profession. Et d'ailleurs, on en aurait bien du mal à en vivre, puisque il y a personne qui va aller vous payer pour que vous ayez, que vous cherchiez des réponses sur l'histoire de l'humanité. Eh oui. Donc c'est quelque chose que je fais évidemment en parallèle de mes activités professionnelles. Mais comme généralement ces activités professionnelles m'envoient toujours dans des endroits perdus, oubliés ou très peu fréquentés ou très mal fréquentés, c'est l'occasion d'aller dans des endroits où en fait personne ne va régulièrement et où on peut des fois trouver émergeant de la jungle, du désert ou même des bords de mer, puisqu'on trouve ça même en bord de mer, des vestiges qui pour la plupart sont inexpliqués. Et vous en avez... Oui. Donc en fait, à partir de là, je me suis posé la question s'il était possible de rendre une sorte de ligne chronologique à tous ces vestiges, et je me suis investi en fait depuis 1985 dans l'étude des civilisations, et plus particulièrement des civilisations antédiluviennes, c'est-à-dire datant d'avant le déluge. Voilà. Comment peut-on situer le déluge biblique grâce à des travaux qui ont été faits par l'un de mes amis, Robert Bob Ballard, très connu pour avoir retrouvé le Titanic. Le Titanic, oui, c'est un océanographe. Voilà, tout à fait. Et il a fait des études en mer Noire et a pu ainsi déterminer, par différentes découvertes qu'il a fait là-bas, qu'aux environs des moins 7600 ans avant notre ère, il y a eu effectivement un problème important qui a été en fait la rupture de l'isthme entre la mer Méditerranée et la mer Noire, qui a provoqué l'engloutissement complet de la cuvette et bien sûr son débordement sur l'ensemble du croissant fertile. Voilà, il y a 7613 ans, il y aurait eu le dernier déluge en date.
Voilà, c'est depuis, si vous voulez, on a enfin maintenant une borne historique qui nous permet de dire avant cette date, c'est avant le déluge, après cette date, c'est après le déluge. Voilà. Donc il y a post-diluvien et antédiluvien. Voilà, c'est ça. Et après, on va savoir s'il n'y avait pas un autre déluge avant. Ah ben il a pu y en avoir plusieurs, parce que si on fait le calcul sur les 117 000 dernières années, je l'ai fait à l'intérieur d'un de mes livres qui s'appelle Civilisation antédiluvienne d'ailleurs, où j'étudie dans un chapitre complet la climatologie, la paléoclimatologie et la glaciologie de cette dernière période glaciaire. Et effectivement, il y a pu avoir au moins 4 déluges. Ah oui, 4 déluges, Mais il faut entendre le déluge non pas comme une pluie violente. Hein. Non. Le déluge à l'époque, et je dirais dans le terme précis, c'est plutôt, on va dire, une modification majeure du climat. Du climat, c'est un événement important climatologique, Voilà, climatologiquement parlant, tout à fait. Voilà, c'est ça. Et donc, ce métier, vous l'exercez tout seul ? Je l'exerce tout seul, oui, je suis un solitaire. Hein. J'ai une équipe autour de moi, mais l'équipe change avec le temps, parce que tout le monde ne vit pas de ça de manière permanente. Hein. La plupart des personnes qui viennent avec moi ont généralement un métier à côté. Après, bien sûr, j'ai quelques baroudeurs qui régulièrement me rejoignent et ne font que ça comme activité, mais eux-mêmes agissent de manière indépendante sur d'autres affaires qui les concernent. Et on se retrouve à l'occasion d'expéditions où l'intérêt de ces expéditions fait converger nos intérêts à nous, Et donc cette équipe dont vous parlez, est-ce qu'il s'agit là de Nord-Sud Institute ? Ah non, Nord-Sud Institute c'est tout à fait autre chose. Nord-Sud Institute est en fait une fondation qui a été créée en 2010 par moi, mais pas par seulement moi, par une douzaine d'aventuriers, dont certains noms célèbres comme Éric Surcouf, l'arrière-petit-neveu de Robert Surcouf le corsaire. Il y a bien sûr Philippe Esnos, Hervé Michel, qui est très connu dans le milieu des chasseurs de trésors terrestres et plus particulièrement du monde des détectoristes, dont il est un spécialiste, un grand connaisseur de tout ce qui touche le matériel électromagnétique, les fameux détecteurs de métaux, mais pas seulement. Hein. Et c'est une petite équipe, on a construit ça, on a bâti cette fondation tout simplement parce que on voulait faire connaître notre univers au grand public. Et en fait, cette fondation présente à travers des animations, des stages, des salons, des expos, ce qu'est ce milieu en fait. D'accord. Je me permettais de parler tout de suite de Nord-Sud Institute parce qu'en fait, quand on se renseigne sur vous, sur Internet en l'occurrence, on tombe souvent, on trouve aussi des informations sur Nord-Sud Institute. Donc voilà, je me permettais... C'est un peu normal puisque je l'ai fondé, si vous voulez. Bien sûr. Longtemps ça a été rattaché jusqu'à l'année dernière, puisque j'ai quitté la présidence au mois de juin 2014, ne pouvant pas me consacrer tout à la fois à l'activité de promotion de l'aventure et à la constitution d'un groupe d'entreprises que j'ai monté récemment, et donc si vous voulez, je ne pourrais pas être le PDG d'une entreprise et le président d'une fondation, il y avait conflit d'intérêts en quelque sorte. C'est ça, je vois. Et donc du coup, Nord-Sud Institute, ça sert à quoi aujourd'hui pour vous ? Elle continue. Pour moi aujourd'hui, c'est simplement une vitrine. Hein. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'elle puisse continuer son travail, de faire connaître aux gens le métier, mais le métier vu de l'intérieur, de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire les professions qui s'y exercent, les opportunités qui peuvent se présenter, les formations auxquelles n'importe qui peut accéder et qui permet bien entendu de former à ce moment-là les personnes à pouvoir entrer dans ce milieu, Donc c'est surtout ça, si vous voulez, c'est une sorte de, comment je pourrais dire, d'office du tourisme. Office de tourisme, oui. Dans l'aventure, office du tourisme dans l'aventure. C'est ça. Elle est là en fait pour présenter tout et puis bien sûr pour marquer le coup sur des événements historiques, conserver la mémoire des grands explorateurs à travers notamment une bibliothèque virtuelle qui s'appelle le Centre Général de Documentation et qui devrait ouvrir incessamment, si mes souvenirs sont bons, et où le public pourra aller comme ça piocher toutes les informations sur toutes les expéditions qui ont eu lieu depuis l'Antiquité, tous les explorateurs, tout ce qu'il y a d'intéressant, de mystérieux ou d'inexpliqué aussi à voir dans différents pays. Et comme nous avons 199 pays sur cette planète, il y a de quoi voir. Ouais, en tout cas c'est nécessaire au final, ce genre d'institut. Personne ne l'avait fait avant. C'est ça. Si des aventuriers l'ont fait, c'est peut-être parce que personne ne l'a fait avant. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, la nouvelle équipe n'est pas issue
de personnes faisant un travail d'exploration, mais de personnes passionnées par ça, qui ont quand même maintenant, on va dire que Nord-Sud Institut a eu son côté jeune et enflammé, flamboyant, je dirais, jusque dans les années 2013. Et depuis, on a cédé la place très volontiers à des équipes plus jeunes, mais beaucoup plus capables de nous relayer. Il était temps d'ailleurs, parce que vous savez, les aventuriers à l'heure d'aujourd'hui, on oscille tous entre 45 et 65 ans. Hein. Il y a un moment, il faut passer à la plus jeune génération. Il faut passer le flambeau à un moment donné. C'est vrai, c'est vrai. C'est partout pareil. Alors avant de rentrer dans le tas, dans le concret, dans les explorations, donc vous êtes, comme je l'ai dit, aussi écrivain, vous êtes également écrivain. Depuis 93 à peu près. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Vous parliez justement de Civilisation antédiluvienne, qui est un excellent bouquin. Qui est sorti en 2007, lui. Il a été réédité depuis. Le premier tome est sorti en 2012 et le deuxième très récemment en 2014. Voilà. Avec les mises à jour, bien sûr, parce qu'à l'intérieur du premier livre, il y avait plusieurs choses qui étaient restées en suspens, puisque il y avait une expédition que je devais faire qui s'appelait Antéus, que j'avais prévu de faire après ce bouquin. Et malheureusement, j'ai pas trouvé les financements nécessaires pour pouvoir la lancer, et du coup, ça c'est resté un peu lettre morte. Mais heureusement qu'au cours de mon premier périple, j'avais rencontré un certain nombre de chercheurs et pris contact avec un certain nombre de chercheurs aussi par Internet. Et ces personnes ont eu l'amabilité et la gentillesse de me transmettre en fait le résultat de leurs travaux. C'est-à-dire que quand j'étais allé les voir, on en était à des questions, et eux m'ont apporté en fait les réponses qu'ils avaient trouvées entre-temps. Donc la nouvelle version est en fait une version mise à jour, bien que l'expédition Antéus n'ait jamais eu lieu. Très bien. Alors vous avez une... Ah oui, non, je voulais vous poser la question quand même. Vous m'avez emmené autre part. Quel est le thème de votre prochain livre, Dominique? Alors le thème de mon prochain livre aujourd'hui, pour l'instant je suis sur des romans. Hein. Oui. Je sors une trilogie qui s'appelle Shambhala et qui raconte en fait l'histoire d'une expédition qui est partie à la recherche de la cité légendaire de Shambhala et du royaume interdit de l'Agartha. Au Tibet, c'est ça? C'est une histoire basée sur des faits réels. Après, bien sûr, ça a été romancé. Hein, ça, c'est une chose qu'il faut savoir quand même. C'est un roman. Donc, je dis ça parce que j'ai pas envie de me retrouver dans la polémique de Dan Brown avec son Da Vinci Code. Oui. De dire que tout ça est vrai, alors qu'au final, pour l'instant, on peut pas se permettre. Alors d'aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, et même en ayant les carnets de cet explorateur, le seul moyen de savoir si tout ça c'est la vérité, c'est d'y aller. Et à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, le budget que j'ai ne me permet certainement pas de tenter ce genre d'expédition à l'heure actuelle. Ouais, pour l'instant. Pour l'instant, on va dire. On verra ce que va donner le groupe de société que j'ai créé. On en reparlera d'ici 3 ans. Et donc oui, Shambhala, ça se trouverait au Tibet, c'est ça? Non, le Tibet est qu'une partie la partie du plateau sub-himalayen. La chaîne himalayenne et le Tibet, les gens ont toujours tendance à croire que le Tibet et l'Himalaya c'est la même chose. Non, c'est en fait un plateau qui est au pied des 3 chaînes de l'Himalaya. Donc ça se trouve carrément dans l'Himalaya. Et petite révélation pour nos amis auditeurs, quelque part, je pense, autour du Yunnan du Nord, mais je ne peux pas vous donner plus de précision. Vous avez une page Facebook, donc Dominique Youngblood, facilement trouvable, évidemment, où vous comptabilisez presque 4000 fans, et on comprend rapidement en cherchant ainsi sur le web que votre popularité donc est probablement due à vos dernières expéditions. C'est vrai que ça a fait le buzz. Moi-même, en fait, je fais partie de ces fans qui vous ont découvert il y a une petite année, juste avant que vous partiez pour le PR2 en Bosnie. Il faut déjà vous dire une chose, ce n'est pas les premières expéditions que je fais, c'est ça, mais c'est les premières expéditions que je médiatise. C'est ça, oui. Ça a vraiment fait son effet sur les médias. Moi, je vous connaissais pas avant, je vous l'avoue. C'est les liens qu'on voit sur Internet qui fait que on tombe sur vous comme ça. Et je me suis pas pris de passion, j'irai pas jusque là, mais vraiment un grand intérêt, et vous m'avez en fait, au final, vous faites partie de ces gens qui m'ont donné envie de lire des personnes comme Jacques Bergier ou James Churchward, des vraies personnes qui sont intéressées sur le sujet. Donc vous faites partie de ces gens, et je crois que vous avez influencé beaucoup de gens sur réfléchir à ce qui s'est passé. Je vous rassure, la majorité de mes fans et de mes auditeurs, ceux qui nous écoutent en ce moment par exemple et qui me connaissent, ne sont pas forcément des super passionnés. Ce sont des gens très intéressés en fait, et qui sont intrigués parce qu'ils aimeraient bien avoir des réponses à des questions. Voilà, tout simplement. On peut poser des questions et se poser et obtenir des réponses tant qu'à faire, sans passer non plus pour quelqu'un de complètement ailleurs, quoi. Voilà,
c'est ça. Donc vous aviez déjà fait des expéditions, donc, et puis là, cette affaire de pyramide à Visoko qui faisait le buzz, et puis on n'avait pas trop d'informations non plus. C'était très contradictoire. C'est ça, ouais, voilà. C'était un peu le bordel, hein, pour être vulgaire. Ah non, vous pouvez le dire, c'était un fameux bordel, voilà. Au point d'ailleurs que plus personne n'y comprenait rien. C'est ça, ouais. Et que, oui, voilà, qu'il n'y avait plus de sérieux au final dans cette histoire, on comprenait rien, donc on laissait ça un peu de côté. Il y avait beaucoup de fantasmes en fait, et sur le net ça va très vite, le fantasme, et on le comprend parce que les gens créent des blogs, ils veulent que leur blog soit fréquenté, donc voilà. Quand on leur donne l'information brute, elle est des fois pas suffisamment attirante, attractive. Donc on en rajoute un petit peu et puis chacun en rajoute, tantôt dans le plus, tantôt dans le moins. Exactement. Et au résultat, en fait, l'internaute lui-même, il libère son latin parce que plus il voit un pléthore d'informations, mais ça lui dit toujours pas si ces informations sont fiables. C'est exactement ça. Alors dans cette vallée du Visoko, pourquoi il y a eu autant de fantasmes ? C'est parce que on pensait, enfin maintenant on en est presque sûr, on va le découvrir ensemble, Dominique, qu'il y avait des pyramides. Alors il se trouve en vrai des reliefs qu'on aimerait donc qualifier de monuments antédiluviens, pyramides, et vous êtes allé donc déjà en 2013 EPR1 pour... Oui, c'était une reconnaissance. Je suis parti avec quelques accompagnants et je ne peux pas dire que ce souvenir soit impérissable compte tenu du comportement des personnes qui étaient avec moi. D'accord. Et donc un an plus tard, avec 7 personnes, vous êtes parti une équipe de 7. Oui, avec le PR2, des gens nettement plus sérieux. Voilà, avec le PR2, donc entre avril et mai, comme je le disais. Tout à fait. Que pouvez-vous nous dire de cette déjà, une chose est simple, quand on arrive dans la vallée de Visoko, la première des choses que l'on voit en arrivant par l'autoroute, c'est évidemment la fameuse pyramide du soleil. Voilà. C'est massif. On peut pas dire autre chose, Mathieu, ouais. Quand on la voit, c'est tout ce qu'on voit. Je dirais, on voit clairement qu'elle a une forme pyramidale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle a fasciné autant de gens aussi rapidement, quoi. D'accord. C'est massif. C'est ça. C'est extrêmement massif, massif à ce point, 70 mètres de côté sur 220 mètres de haut, vous n'avez pas plus massif. Hein. Si les analyses béton confirment déjà toutes les mesures métriques et les photographies aériennes, ouais. Et ça devrait être le cas, on est en face d'un monument, d'une colline qui a été complètement terraformée, c'est-à-dire qui a été creusée, sculptée en quelque sorte, pour avoir une forme de pyramide, et sur laquelle les habitants des lieux ont coulé une sorte de béton d'argile, fortement chargé en quartz notamment, sous forme de couches en plus, c'est-à-dire une couche de béton, une couche de sable, une couche de béton, une couche de sable, ainsi de suite. Et c'est très intéressant parce que quand on le reproduit en miniature, ce que l'on trouve, c'est la composition exacte d'un transistor, d'un accumulateur, si vous voulez. D'accord, qui fait passer de l'énergie électrique. Qui capte l'énergie électrique et la stocke. Alors pour quel usage, ça c'est autre chose. D'accord, ok. On ne peut pas avoir malheureusement en une expédition toutes les réponses à toutes les questions, mais toujours est-il que à l'heure d'aujourd'hui, sur les premières analyses, c'est-à-dire celles qui ne nécessitent pas des analyses atomiques pour déterminer la datation précise de ce béton, qui sont extrêmement chers. C'est l'étape finale là qui est en cours déjà là. Ah oui. Le béton est analysé à l'heure d'aujourd'hui. On va bientôt pouvoir le radiodater, c'est-à-dire on va être capable de pouvoir donner pratiquement le jour, la date précise, pas l'heure quand même, du moment où le béton a figé. Donc ça c'est grâce à un procédé révolutionnaire qui a été mis en place par un laboratoire, un des grands d'Europe. Pas mal. Donc si j'ai bien compris, vous êtes le premier à avoir... se ruiner. ça a coûté, les analyses ont coûté 42 000 €. Ça paraît dingue, mais c'est vrai. C'est ce que vous écrivez donc dans ce livre qui retrace jour pour jour cette expédition, et on comprend donc que vous êtes le premier à avoir fait des recherches sérieuses et accompagné de... En tout cas, c'est pas moi qui le dis. Hein. Ce qui le dit, c'est d'abord la fondation là-bas, la fondation Parc archéologique Pyramide bosniaque du Soleil, en la personne de Semiros Manatic. C'est exactement là où je voulais en venir, qui lui a découvert la pyramide. C'est lui qui a découvert
découvert la pierre, qui a découvert la vallée et les singularités. Car au départ, il fallait parler de singularité. En quoi est-ce une singularité? Quand vous avez les collines qui ressemblent fortement à des choses construites, on appelle ça une singularité. Ah d'accord. Ensuite, bien entendu, il faut vérifier si cette singularité est soit naturelle, soit artificielle. Et c'est la partie la plus compliquée parce que le seul moyen d'aller voir ça de près, c'est d'explorer. Ouais. C'est pour ça que ça m'a fait beaucoup rire quand certains, que je ne citerai pas parce que contrairement à eux, moi j'ai un minimum de respect pour leur personne, ce qu'ils n'ont pas pour moi d'ailleurs, c'est que quand on se déplace et qu'on fait un petit circuit touristique encadré par des touristes, par des guides je veux dire, et qu'à la sortie de du guide touristique vous dites ça c'est naturel, je dis foutage de gueule, parce que pour pouvoir voir mieux, il faut déjà sortir peut-être des sentiers battus et faire un certain nombre de choses que nous avons fait, c'est-à-dire des mesures, prendre des mesures, faire des prélèvements, analyser, soumettre ça bien entendu à des vrais spécialistes, parce que la personne dont je parle n'est pas plus mathématicien que moi je suis Napoléon, et qu'elle soit autodidacte dans le domaine des mathématiques, ça ne me gêne pas. Je le respecte sur ce plan-là, c'est possible. Moi, je suis autodidacte dans l'histoire des civilisations antédiluviennes. Alors, c'est vrai qu'au niveau des médias, un certain nombre de médias me collent archéologues de temps en temps, historiens. Et je peux malheureusement pas empêcher les médias de mettre ce qu'ils veulent. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est moi qui dis que je suis. Mais après tout, vous savez ce que vous êtes. Voilà, et souvent d'ailleurs dans les interviews, et je réitère dans celle-ci, je précise bien, je suis juste quelqu'un qui a un certain nombre de connaissances dans le domaine, je suis un érudit, et je pose mes questions aux scientifiques, et ensuite quand ils me donnent l'information, aux experts, je transmets cette information au public en disant voilà ce que m'a dit un tel, qui lui est fiable. Voilà. Et en tout cas, ce qu'a dit Semir Osmanagic, qui fait partie de la fondation Parc archéologique Pyramide bosniaque du Soleil, c'est ce qu'il a dit en préface de votre livre, c'est que vous êtes vraiment le premier à avoir fait des études sérieuses et accompagné... Complètement. Mais c'est son point de vue et le point de vue de pas mal de petits groupes scientifiques qui viennent là-bas, qui font un travail excellent. La plupart, ce sont j'allais dire des scientifiques autoproclamés, un peu autodidactes, on va dire. Mais ils ont l'avantage au moins d'être honnêtes sur le plan de leur travail en disant nous on a fait avec nos moyens et chacun a mené sa pierre. Faut surtout pas les minimiser. Chacun a mené sa pierre parce qu'on avait besoin de leur travail pour avoir une sorte de base de données sur laquelle travailler pour aller chercher... Bien sûr, c'est un travail collectif. On peut considérer que c'est un travail collectif. De toute façon, moi, j'ai jamais cru dans un travail quel qu'il soit à la réussite d'un seul homme. Je pense toujours que c'est le résultat d'un travail collectif. Ouais. Eh bien, en tout cas, on a le parc archéologique Pyramide bosniaque du Soleil, là-bas, dans la vallée de Visoko. Pensez qu'il y avait 5 pyramides, c'est ça, ou 4 5 monuments, parce que là-dedans, il y avait de tout. Il y avait de la pyramide, il y avait un tumulus, il y avait un labyrinthe, et il y avait à travers les analyses radiesthésiques d'Albert Fagioli, que je salue au passage, un temple qui est encore enterré, que malheureusement on n'aura pas l'occasion d'aller déterrer, si je puis dire, d'aller exhumer. D'accord. Par contre, en partant sur ces bases, nous sommes allés visiter toutes ces singularités. Alors, il y en a certaines qu'évidemment on a remis fortement en question, comme évidemment la pyramide du dragon, qui n'a techniquement que 2 voire 3 pans, le 3e étant quand même un peu discutable, la pyramide de l'amour et le temple de Gaïa, la fameuse barrière qui barre la vallée du côté est, si mes souvenirs sont bons, et qui en fait est un tel, c'est-à-dire une succession de lieux sur lesquels des peuples ont vécu et sur lesquels la fondation a trouvé énormément d'artefacts. Par contre, ces artefacts, quand on les date, notamment la thermoluminescence, ne remontent pas plus loin que, je dirais, la très haute antiquité. J'irais jusqu'à la Grèce archaïque, mais pas au-delà, quoi. Ouais. Et vous, pour les premières fois, on s'est parlé au téléphone, vous et moi, Dominique, vous m'aviez dit que, au final, il n'y avait qu'une seule pyramide valable. Oui, alors, effectivement. Disons que nous avons
un doute sur la pyramide de la Lune, mais je ne l'exclus pas complètement, parce que le problème, c'est que nous n'avons pas eu l'occasion de pouvoir faire un survol aérien et de faire les mesures qui étaient nécessaires. On était pris par le temps. C'était d'ailleurs l'idée que nous avions effleurée si nous faisions une dernière expédition, de terminer effectivement ce travail, mais je pense qu'elle n'aura pas lieu, parce que des impératifs m'appellent ailleurs, hein, notamment les impératifs liés à au groupe de sociétés que je dirige maintenant, et à l'intérieur de cette société, de la société Geostar, qui fait de l'exploration et de la recherche, et qui, elle, est appelée, je dirais, sur d'autres cieux. À bon entendeur. Exactement. Et ma question, en fait, c'était savoir comment est-ce qu'on peut à la fois croire qu'il y a une pyramide à un tel endroit, et au final se dire que peut-être qu'il n'y en a pas, pour bien expliquer aux auditeurs. C'est extrêmement facile, si vous voulez. D'abord, il y a un problème il faut trouver quelque chose de fait, de fabriqué. Vous savez, artefact, c'est artefactuel, c'est-à-dire c'est un fait d'art, quoi. Un fait d'art, Un fait d'art, donc ça veut dire fait de main d'homme. La différence entre un artefact et un objet quelconque sur cette terre, c'est que l'un est issu de la nature, l'autre a été fait par l'homme, conçu, sculpté, travaillé par l'homme. C'est ça l'artefact en général. Et pour trouver un artefact se limite pas à une pièce de monnaie. Hein. Ça peut aller jusqu'à un monument comme la pyramide du Soleil. Le tout, c'est de prouver qu'elle est artificielle, et c'était l'objectif. Quand on a vérifié la pyramide du Soleil, on s'est aperçu par exemple que le pseudo-village médiéval situé sur son apex, c'est-à-dire sur son sommet, sur le sommet de la pyramide, qui a été littéralement tronqué. En fait, c'est un petit, je sais même pas si on peut appeler ça un fortin, un truc de 200 mètres carrés où on veut nous faire croire que là-dedans, il y avait tout un village médiéval, quoi, dans 200 mètres carrés. Quoi. C'est ridiculement... Dans la taille d'une villa, quoi. D'une bonne villa, quoi. Vous mettez 200 personnes qui vivent là-dedans, ils vivent comment, les uns sur les autres? Donc, je veux dire, on a cherché évidemment des routes, on a cherché des rues, on a cherché des maisons. C'est pareil, mais il n'y a pas de maison. C'est en quelque sorte une sorte d'ovale en pierre, et encore, quand on regarde la construction, franchement, si le mur est médiéval, j'y comprends absolument plus rien en construction, et pourtant je suis pas architecte, mais enfin j'ai un minimum de bon sens, quoi. Et d'autant plus que les habitants n'ont pas arrangé l'affaire, puisqu'ils nous ont dit, le petit fortin en question, nous on le connaît que depuis environ une trentaine d'années. Hein. Et il a été restauré il y a 2 ans apparemment. C'est ça, il a été restauré, mais parce que ils ont voulu garder l'endroit qui avait été bâti, mais pour moi, et surtout vu les différentes installations qui sont restées sur place, c'est un fortin qui a été installé pendant la guerre de 92 à 96, qui servait évidemment pour des tirs à longue portée, et qui bien entendu avait un autre objet que celui de faire vivre des gens là-bas, mais plutôt de fermer une vallée à d'éventuels envahisseurs, si je puis dire. D'accord. Donc la pyramide du Soleil... Par contre, la pyramide du Soleil, on a donc fait des prélèvements du béton sur différentes faces. Et ce qui nous a surpris, c'est que non seulement en faisant ces mesures, puisqu'on a fait des mesures d'angulation, si vous voulez, on a fait des mesures d'angulation, on s'est aperçu que le côté nord et le côté sud étaient en gros à 45 degrés, plus ou moins 1 ou 2 degrés, et que les deux autres côtés, est-ouest, étaient parfaitement à 45 degrés. Or, ce genre de symétrie est quasi impossible dans la nature. Bien sûr, c'est trop hasardeux. Non, c'est vraiment trop précis. Quoi. Vraiment, ça serait trop... ça serait une coïncidence. Alors évidemment, quand on a pris le béton, on l'a donc récupéré sur 3 faces, alors que les détracteurs disaient c'est pas du béton, c'est des plaques de pierre naturelles, et elles se trouvent uniquement sur la face nord. C'est con pour eux, on en a trouvé sur la face est et sur la face ouest, et en cherchant ces fameuses plaques de béton, nous avons identifié 2 arêtes de la pyramide qui, en géolocalisation, se trouvent très exactement là où elles doivent être. C'est-à-dire c'est-à-dire que si vous prenez la pyramide du Soleil là, et que vous la pointez en GPS, vous allez avoir une position qui va vous donner le sommet, l'apex, où il se trouve exactement longitude, latitude, mais vous allez aussi avoir les coordonnées des 4 arêtes. Je vois. Je comprends. Donc, logiquement, si ces arêtes n'en étaient pas, elles ne devraient pas être là, sur le point GPS où elles sont censées être. Je vois, Or, ces 2 arêtes se sont retrouvées exactement à l'endroit où on les a cherchées, si je puis dire. Donc, et en plus, on voit très nettement le pli de courbure de la pierre, et ce n'est pas sur 2-3 mètres, ça descend. Il y a une des arêtes, je crois que c'est l'arête qui donne l'arête nord-ouest, qui descend carrément jusqu'à Visoko, comme ça, quoi. D'accord. Et donc, cette pyramide, elle est faite c'est des marches, en fait ?
Non, la pyramide en question est une pyramide de terre, hein. C'est une pyramide de terre, mais recouverte de béton. Voilà. Apparemment, en 3 fois, elle a été recouverte de béton sur 3 niveaux. Le niveau où on a été prélevé le béton était en fait le premier niveau, il y en a 2 au-dessus. Et en fait, le décliné, on va dire la marche, en quelque sorte, entre les deux, doit pas excéder, je dirais, l'ordre du mètre, grand maximum. D'accord, je vois. Donc en fait, ils ont bâti en coulant du béton de là-bas jusqu'au sommet, et elle avait probablement son apex. Elle n'a pas été construite tronquée. D'accord. On voit nettement que ça a été détruit, je dirais pas au bulldozer, parce que pour monter le bulldozer là-bas, ils se seraient bien amusés, mais à mon avis, il y a des gens qui ont joué de la pelle et de la pioche pendant un moment. Non, mais il faut savoir que il y a plus de sommet, enfin, il y a plus de sommet. Voilà, en fait, l'apex elle-même de la pyramide a été littéralement cassée pour monter ce portin, en quelque sorte. Hein. Où, quand, donc, comment elle avait, je pense, son apex encore il y a 30 ans. Il y a des chances qu'elle avait son apex encore il y a 30 ans. Hein. Ah ouais. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? C'est intéressant de voir si des particuliers ou quoi n'ont pas photographié cette pyramide à l'époque, parce qu'on serait surpris de ne pas voir le village en question, à mon avis. Bah ouais, justement. Ce serait la preuve que ce village n'a rien de médiéval, et ce serait aussi la preuve qu'elle avait bien son apex. Donc ça aussi, c'est pareil. L'appel est lancé au cas où il y aurait des gens qui connaîtraient des gens qui ont des photos on tombait sur une photo de cette époque, ça serait très intéressant. Alors une petite question avant de faire une pause musicale parce que le temps passe vite. Est-ce que c'est la première pyramide qu'on découvre en Europe ? Ah, complètement. Et c'est ça qui choque. C'est ça qui choque, parce que si on est d'accord avec ce qui a été prélevé entre les, je vous avais parlé, du béton et du sable, ces couches. Dans une de ces couches, on a trouvé une feuille d'arbre, quoi, qui était fossilisée, enfin qui était complètement intégrée, mais on a pu la dater apparemment. Il y avait des résidus organiques qui permettaient de dater, ce qui a permis de sortir par l'Institut de Kiev une radiodatation carbone qui fixe la pyramide à moins 24 800 ans. Et ça, c'est colossal, puisque il faut quand même revenir à la base archéologique qui nous dit que l'histoire de l'humanité et des civilisations a commencé il y a 5500 ans. Ouais, très très intéressant. On continue donc pour parler du débrief de ce qui s'est passé lors de le PR2, c'est mieux de dire ça comme ça. European Pyramids Research. J'aime bien parler anglais, juste pour dire que je sais parler anglais. Le PR2, oui, pour résumer tout. Alors, j'avais des questions quand même, parce que vous parliez de tumulus tout à l'heure, c'est une des singularités que l'on a retrouvées. Qu'est-ce qu'un tumulus, Dominique ? Alors, il faut déjà diviser les choses. Un tumulus, c'est quelque chose de préhistorique, mais il faut déjà diviser cette notion en trois éléments. Lorsqu'on est dans le total naturel, on est dans le tertre. Ça s'appelle comme ça un tertre, une colline qui a été entièrement faite de manière artificielle, et c'est-à-dire en assemblant de la terre, quoi, tout simplement, et généralement en plaçant en dessous la tombe d'un chef, d'un personnage important de la civilisation de l'époque. D'accord. Si ce tas de terre a été en partie construit, ça devient un tumulus, et lorsqu'il est totalement construit, ça s'appelle un cairn. D'accord, ok. D'accord, il y a 3 différences. Alors là, le problème était de savoir si le tumulus de Vratnica en était un. Et le problème, c'est que c'est plutôt un tertre, donc entièrement naturel, et on en a pu avoir la preuve flagrante à travers les imageries aériennes prises par le drone, qui montrent clairement que l'intégralité des fractures que l'on voit sur le, entre guillemets, tumulus, sont des fractures liées au tassement complet de la Terre sur elle-même par son poids. Elle s'écrase sous son propre poids. D'accord. Ce qui laissait penser, à travers des plaques très importantes, que les fractures avaient été ordonnées un peu comme si on avait construit la chose. Mais en fait, avec l'imagerie aérienne, on voit simplement que ces fractures de pseudo-construits ne sont que le prolongement de la fracture globale du tertre qui s'est écrasé sur lui-même. Ah oui, et ça, c'est indéniable, c'est indiscutable, et les gens le verront dans le film qui va bientôt sortir, là, le film que nous avons fait sur cette expédition, où les imageries aériennes seront carrément mises dans le film. Donc les gens verront ce que nous avons vu, et en 2 minutes, on a démonté 7 ans d'affirmation. Ouais, je vois. Vous étiez donc, oui, il faut le préciser, vous aviez un drone avec vous, un drone vidéo, voilà, nécessaire aussi pour... c'était nécessaire parce soit que ça, soit l'hélico, quoi.
On avait besoin aussi d'avoir la possibilité de vue aérienne parce qu'il y a des choses qui se voient du haut qu'on ne peut pas voir, nous, du sol, quoi. Bien sûr. Donc c'était soit ça, soit l'hélico. Il fallait un engin et finalement c'est ce drone qui nous a d'ailleurs été offert par l'un de nos sponsors. Hein, ah bien. Oui, tout à fait, qui a eu cette gentillesse de nous offrir cet engin pour justement nous permettre de finaliser certaines questions ou lui-même d'ailleurs que lui-même d'ailleurs se posait. Ouais, et ça nous a permis ainsi de répondre collectivement encore une fois. Très bien. Le collectif, j'aime beaucoup, oui. Au fait que, en fait, le tumulus de Ravnica, malheureusement, n'était qu'une singularité tout juste, et qu'il était probablement entièrement naturel. Ça n'a pas fait forcément plaisir à la Fondation pour la pyramide de Bosnie, mais comme je l'ai dit à mon ami Semir, notre amitié ne doit pas me voiler la face, et il te faudra accepter qu'il y ait des vérités, et qu'il y ait des contre-vérités. Bien dit. Alors, ce qu'il y a aussi de très intéressant, c'est ce que vous avez découvert bien sous terre. Est-ce que vous pouvez nous en... C'est le plus intéressant, mais c'est en fait l'un des éléments, l'une des singularités les plus passionnantes de la vallée. C'est ça. C'est ce fameux labyrinthe de Ravné, qui porte le nom de Ravné parce que c'est le lieu qui s'appelait comme ça au moment où il a été retrouvé, puisqu'il a existé préalablement, mais apparemment il a été hermétiquement clos pendant plus de 5 millénaires. Ah oui. Alors ce qui était intéressant, c'était pourquoi il avait été clos. Parce que, en général, nous, nos mines, on les clôt pas, quoi. Hein. On les ferme, on les grillage, on fait ce qu'on veut, mais on l'a jamais rebouché avec une minutie diabolique. Le moindre interstice, le moindre tunnel, le moindre espace. Bien sûr, il y a de quoi se poser des questions. Pour que véritablement tout soit absolument non seulement invisible, mais tellement bien clos que ça va être carrément la mine, c'est le cas de le dire, s'il faut ressortir toute la terre qui a été apportée. D'autant plus qu'on a pu prouver, toujours par les analyses, que la terre qui est à l'intérieur du labyrinthe Ravné provient en fait des berges de la Bosna qui se trouvent à 100 mètres de là. C'est la même. Donc, que du coup, on sait d'où est venue cette terre. C'est déjà une chose. Ouais. Et donc, ce labyrinthe, si je comprends bien, il était fermé ou ouvert quand vous l'avez découvert? Il était entièrement fermé. Ouais. Je pense qu'il devait y avoir une partie du scellement qui avait dû lâcher pour qu'on le réidentifie. Ouais. Et en fait, c'est Semiros Manodji qui s'est lancé dans ce travail littéralement pharaonique, et le mot n'est pas faible. Ah oui, d'accord. Puisque au géoradar, le professeur de Bertolis a déterminé, le docteur de Bertolis a déterminé en fait une étendue de ces tunnels sur plus de 12 km au cœur de la vallée. Ouais, c'est immense. Hein, c'est immense, et il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, enfin à l'heure où je suis parti de Visoko, seuls 950 mètres avaient été dégagés. Et ces 950 mètres, malheureusement, à raison d'une petite centaine de mètres par an, j'ai fait les calculs, dans le meilleur des cas, en 2083, le tunnel sera totalement dégagé, surtout si on continue de travailler à ce rythme. Et pourtant, à ces quelques 900 mètres découverts, vous avez quand même des découvertes extraordinaires ont été faites. Donc on peut imaginer... extraordinaires ont été faites. D'abord, au fur et à mesure que la terre a été dégagée, il a fallu étayer, donc la fondation a étayé avec les moyens qu'elle avait, c'est-à-dire avec des poutres et des pylônes téléphoniques qui ont été reconditionnés pour pouvoir évidemment étayer tout ça. L'ensemble est quand même quelque peu fragile parce qu'avec toute la lumière et les halogènes pour faire visiter, ça crée un microclimat et ça crée des conditions favorables à la pousse de champignons qui bien entendu rongent les poutres. Ouais, c'est néfaste. Et qu'il faut changer régulièrement, de l'ordre d'une fois tous les 2 ou 3 ans, systématiquement, il faut virer les poutres et les remplacer. D'accord. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait que le mur, enfin que la matière dans laquelle le labyrinthe était creusé, était quand même fait d'un conglomérat de pierres tout à fait particulières, possédant elle aussi, comme le quartz qui est très présent dans la vallée, des propriétés piézoélectriques. Ah là là, d'accord, ok. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que j'ai même participé à l'exhumation en direct live d'un tunnel
vierge où Semir Osmanagic nous a dit je ne l'ouvre pas. Ils ont filé un coup de pioche et on a découvert que derrière il y avait un tunnel qui n'avait pas été entièrement bouché, même pas du tout d'ailleurs, il avait juste été scellé en façade. Et il a dit moi je veux te prouver que c'est pas nous qui les creusons les tunnels et qu'on raconte pas de conneries. Donc déboule. J'étais ailleurs, moi, en exploration dans la vallée. Il m'a demandé de débarquer à la vitesse grand V et de voir de mes yeux vus l'abattage du mur et la réalité du tunnel derrière. Je vois. Et nous avons filmé ça. Ah là là. Et qu'on verra dans le film, donc, qui va... Exactement. Donc, il va prouver, effectivement, que Semir Osmanagic et la Fondation n'ont jamais inventé le moindre tunnel et que ces tunnels étaient bien là depuis des millénaires et des millénaires. Mais de toute façon, il faudra du travail. L'un des membres de mon équipe, une spéléologue amatrice, mais quand même expérimentée, bien qu'amatrice, a exploré directement. Autant vous dire que ça nous a fait un peu flipper parce qu'il y avait tout donné par l'opération du Saint-Esprit là-dedans. Et en plus, elle était en 80 cm d'eau glacée à 10 degrés, quoi. Alors, pour vous donner quand même une petite idée, je parle surtout pour nos amis auditrices et auditeurs, imaginez un bon verre avec 2 glaçons dedans, que vous avez bien laissé traîner, évidemment, hein, l'eau est bien fraîche. Voilà dans quoi elle baignait, elle. Et même un peu plus frais, puisque ça, un verre d'eau glacée, c'est en gros à 14 degrés. Hein. Ouais, mais quand on est aussi proche du but, on peut pas... Mais c'est un peu la passion qui l'a fait bouger, ça, puisque même de toute façon, je pense que si j'avais dit non, elle m'aurait dit oui, et que de toute façon, elle avait véritablement envie d'aller voir de près ce que c'est ces tunnels, et puis c'était quand même un questionnement qu'elle avait elle aussi, et l'occasion pour une fois de rentrer dans une zone où personne n'avait mis les pieds depuis des millénaires. Et donc l'eau, il y a quelque chose de spécial aussi avec l'eau, peut-être? Alors l'eau a été prélevée. Semir Osmanagic nous a donné de l'eau qui a été prélevée ailleurs sur le tunnel, mais qui provient probablement, on va dire, d'une percolation du niveau supérieur à l'occasion des pluies. Mais nous, on a récupéré de l'eau dans ce tunnel qui est extrêmement bas, à 35 mètres de profondeur. Qui coule des murs, quelque chose? Non, pas du tout. Il est visiblement, au départ, on dirait en quelque sorte une petite rivière, quoi. D'accord. Une petite rivière de 80 cm d'épaisseur quand même. Qui coule dans le labyrinthe. Je veux dire. Mais très calme, hein, au lit extrêmement lent. Oui. Et on a fait une analyse de cette eau et les analyses d'eau qui seront d'ailleurs communiquées et publiées sur le site officiel de la pyramide de Bosnie, le site bosniaque bien entendu. Vous allez retrouver dessus des analyses avec les papiers en tête d'ailleurs du laboratoire des eaux de la Société du Canal de Provence. D'accord, qui est un très grand spécialiste en matière d'analyse d'eau puisque des pays à l'étranger le consultent pour vérifier si l'euro est consommable. Ah oui, d'accord, ok. Donc, et c'est en même temps, il faut savoir que la Société du Canal de Provence gère en gros toute la région PACA au niveau de la distribution d'eau pour les agglomérations. Oui, c'est une infrastructure si une eau très est sérieuse. consommable ou pas, vous pensez bien que c'est le b.a.-ba pour eux, quoi. C'est une infrastructure très sérieuse. Très sérieuse, très importante, et elle a en même temps déterminé que cette eau, avec un pH absolument exceptionnel, était l'eau la plus pure qu'ils aient jamais rencontrée de toutes les analyses qu'ils ont faites depuis que le bâtiment existe. Très très étonnant. Des mégalithes également que vous avez trouvés. Et donc si vous voulez, alors après on a fait bien sûr l'analyse des mégalithes. Pour ça il fallait faire quelque chose, j'allais dire contraire à l'archéologie. C'est là où je suis content de n'être qu'un explorateur. C'est qu'il fallait casser un bout d'un des mégalithes pour s'assurer que ce mégalithe était bien non pas une pierre taillée, mais quelque chose de construit. Car tout le monde nous affirmait que ce mégalithe était en fait de la céramique, c'est-à-dire de la glaise, remplie et chargée profondément de quartz, qui avait été moulée, puis cuite. Voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'on fait du céramique. Voilà, mais c'est surtout que là, on est allé avec des mégalithes au beau milieu des tunnels et qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'ils foutent là? Oui, c'est surtout que quand vous regardez leur taille, plus vous avancez dans les tunnels, plus ils prennent une taille importante. Pour vous donner une petite idée, le K1 doit faire dans les 800 kilos. Le K5, il est tellement immense que vous ne le voyez pas. On ne peut pas le dégager. Alors, vous avez l'impression de marcher sur un plancher en quelque sorte, mais en fait, vous êtes dessus sur lui. Et son estimation faite par l'équipe de Tim Moon, qui est le responsable, si vous voulez, le manager de tout ce qui est opération archéologique sur le Ravenet et d'ailleurs tous les autres singularités, m'a dit qu'en gros, il devait faire aux alentours des 15 tonnes. Ouais. C'est colossal. C'est incroyable. Parce qu'au fur et à mesure que vous montez, le K2, par exemple,
fait, je crois, si mes souvenirs sont bons, dans les 2 tonnes. Je ne suis plus exactement sûr parce que je n'ai pas tous les éléments devant moi là, mais on part de 800 kilos et au fur et à mesure qu'on avance, on est à 2, on est à 10, on est à 15, ouais. C'est de la folie. Tu peux imaginer ce qui suit, quoi. Et surtout, on a déterminé un certain nombre de choses assez extraordinaires qui nécessitent maintenant une analyse et sur laquelle moi j'ai basé une théorie, mais on s'entend bien, cette théorie n'engage que moi. C'est qu'on se rend compte qu'à l'intérieur de ces labyrinthes, il existe des salles. C'est dans ces salles que se trouvent les mégalithes. Et dans ces salles, il y a une montée en puissance très importante de ions négatifs. C'est-à-dire que dans l'atmosphère habituelle, si vous voulez, vous avez un certain nombre de ions négatifs classiques. Ces ions négatifs, vous les retrouvez quand vous êtes pris dans un orage, quand vous êtes au bord de mer, quand vous êtes près d'un fleuve dont l'eau coule rapidement, un torrent de montagne par exemple, un grand lac. Ouais. Voilà. Cette sensation de bien-être que vous avez, c'est en fait l'aspiration de ces ions négatifs que vous avalez par milliards et qui ont une petite particularité puisqu'ils sont utilisés en médecine et même en chirurgie. On utilise des machines qui produisent des ions négatifs dans les salles d'opération pour tuer toute forme de virus et bactéries, car l'atmosphère fortement chargée en ions négatifs est mortelle pour tout ce qui est virus et bactéries. Ah, d'accord. Donc ça permet d'éviter des maladies nosocomiales notamment, lorsque vous faites des opérations de chirurgie sur les gens. Donc, et il se trouve que ce phénomène existe là, mais qu'apparemment il est d'ordre naturel. Mais surprenant. Et c'est la première fois qu'on voit ça ? De toute façon, on n'a pas d'autre endroit sur cette Terre qui a été découvert où existe ce genre de phénomène. Ouais, c'est ça la question, ouais, donc non. Donc le problème, c'était de comprendre comment ce phénomène se faisait. Donc on a analysé comme des malades toute l'équipe, on a mesuré et même on a radiographié et même scanné l'intégralité des tunnels, on l'a reproduit en image 3D si vous voulez. Ouais, je vois, ouais. On l'a entièrement mesuré mètre par mètre, couloir par couloir, longueur, largeur, hauteur, etc. Même, et on a découvert des choses extraordinaires à l'occasion de ces mesures. Bien sûr. Notamment déjà que le sol, si vous voulez, l'endroit où on marche, était en fait le seul endroit qui était dénué complètement de quartz, donc qui n'avait aucune fonction électrique, comme un isolant, quoi, une prise de terre. Ouais, je vois, ouais. Là, apparemment, les murs eux-mêmes, ceux que l'on voit, ceux que l'on visite, ne sont pas les vrais murs. C'est encore de la terre de remblai. Malheureusement, on ne peut pas aller jusqu'au bout des murs, parce que sinon on fait tomber tout l'ensemble, il est très fragile. Trop risqué, Ce serait à faire, mais il faudrait des milliards que la Fondation n'aura jamais. Par contre, nous, dans notre acharnement, on a essayé de fouiller partout, y compris dans des tunnels qui venaient toujours d'être exhumés, et on s'est aperçu d'une particularité dans l'un de ces tunnels, et on s'est transformé en mineur en pleine nuit, et d'ailleurs en toute irrégularité par rapport à la Fondation, dont je m'excuse auprès de Simir d'avoir pris cette initiative, mais c'était le seul moyen d'avoir la réponse à notre question. Qu'avez-vous fait ? Mais nous avons creusé sur le latéral d'un tunnel pour arriver à toucher les murs, les vrais. Les vrais murs ? Et nous les avons trouvés. Ah là là. Et nous les avons trouvés sur une surface qui ne devait pas faire plus de 2 mètres. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que là, nous sommes restés scotchés quand nous nous sommes aperçus que les murs étaient parfaitement lisses et dotés d'angles à 90 degrés. Et est-ce que, au final... Alors du coup, le côté naturel du labyrinthe, déjà beaucoup plus contestable. Oui. Évidemment, on s'est dit, les détracteurs vont dire qu'on délire, qu'on a fabulé, etc. Photo, vidéo. Vidéo. Et là, on montre, et d'ailleurs dans le livre je le montre clairement, la pierre, un des montants avant son dégagement total, où vous voyez littéralement l'angle à 90 degrés qui est d'une netteté redoutable. D'accord. Qu'est-ce que vient foutre des pierres taillées à angle droit à 950 mètres par 35 mètres de fond dans un endroit qui est censé, selon les détracteurs, être naturel? Eh ouais, telle est la question. Et donc, voilà. Final... Mais c'était pas fini. C'était pas fini. Nous avions déjà ça. Nous nous sommes rendus compte que, en fait, la partie négative, c'était le mégalith qui émettait la charge négative. Justement, et qu'en fait, le mégalith entrait en contact électrique avec l'électricité statique qui est créée par le courant d'eau, et je vais vous expliquer après. Il charge en fait l'atmosphère et transfère cette atmosphère en plasma. Et ce plasma dégage les ions négatifs de manière massive. C'est incroyable, ça. Mais comment ces ions négatifs pouvaient se retrouver du 1er mètre de l'entrée au 950 de la profondeur? Comment était-ce possible qu'ils soient également répartis? Nous avons trouvé aussi la réponse à cette question. On s'est rendu compte que sur les côtés latéraux des différents tunnels, il y avait des
je mets des grosses guillemets là, tunnel inachevé, plus qu'inachevé, à peine dessiné, je dirais. Et quand on a fait les mesures de ces tunnels à peine dessinés, on s'est rendu compte qu'en réalité, c'était des encoches, c'était des arches qui avaient été dessinées pour être anglées en quelque sorte et provoquer des courants d'air, contrôler la circulation d'air, en bref, et ça c'est totalement dingue, ventiler sans aucun ventilateur, sans aucune pièce mobile, le tunnel tout entier en provoquant des circulations d'air, en créant des troubles dans l'atmosphère qui permettent de comprimer, puis de dilater, donc de pulser l'air de l'entrée jusqu'au fond du tunnel. C'est énorme. Un phénomène incroyable. C'est énorme, et ça nous aurait paru complètement dingue si, dans les calculs, nous n'avions pas retrouvé un certain nombre d'équations qui sont utilisées, vous vous accrochez bien à votre siège, Mathieu? Oui. En aérodynamique. Ah ouais. Et là, on revient sur Terre. On est en pleine préhistoire, on est dans le profond néolithique, et on a des mecs qui sont en train de nous faire des calculs de CX pour arriver à fluidifier l'air et à la maîtriser de telle manière qu'on provoque un courant d'air artificiel qui va ventiler ce truc-là et donc distribuer les ions négatifs que nous fabriquons, puisque le mégalithe n'est pas un mégalithe, c'est un artefact géant en céramique. C'est ça, ouais. C'est hallucinant. Ouais. La pyramide... Oui. Puis on s'est dit, mais la charge électrique, elle vient bien de quelque part. Ok, on a l'anode, on a le cathode, mais il nous faut le courant. Oui, c'est ça, voilà. Il vient d'où ce courant? Eh bien, en fait, le courant d'où il vient, comme je vous l'ai dit, la vallée est chargée de quartz à mort. Ouais. Chaque fois qu'il y a des orages, je vous parle même pas de la foudre, j'ai quelques belles photos de la pyramide foudroyée. Et cette charge rentre dans le sol, pénètre à travers le consistant même dans lequel est construit les tunnels, et va toucher une eau qui apparemment a été, parce qu'elle ne suinte pas, c'est pas une eau de suintement, elle est dans des tunnels, elle est dans des tuyaux, on va dire, évidemment préhistorique, mais on voit quand même que ça a été bien travaillé, c'est quand même bien taillé et tout, qui tourne comme ça, tranquillement. Et l'analyse qu'a fait le LAE, il m'a dit, écoutez, je vais vous expliquer, alors je vais pas tout dire ce qu'ils nous ont dit, sinon après on va se faire plomber la gueule, mais parce que ce que je vais vous dire, c'est 10% de ce qu'ils nous ont dit. Ouais, d'accord. Mais en gros, il y avait de l'eau salée, comme conducteur, il n'y a pas mieux. Ouais. De l'eau douce, avec certains minéraux, c'est pas mal. Et puis maintenant, il y a l'eau de Visoko. C'est encore mieux. C'est une eau tout à fait spéciale, parce que voyez-vous, cette eau a une particularité étrange. L'électricité, une charge électrique ne traverse pas l'eau. Ah, elle ne traverse pas l'eau ? Elle ne traverse pas l'eau. Le circuit électrique, l'eau est totalement étanche aux énergies électriques qui la traversent. D'accord. Par contre, l'électricité, ce qui est étonnant, circule très bien, même plus que bien, j'allais dire sur ses contours. Sur les contours de l'eau. Alors, comment vous expliquer? Je vais essayer d'être plus simple pour nos auditeurs. Imaginez le fil de cuivre de votre circuit électrique dans votre maison. Ouais. En fait, ce n'est pas par le fil de cuivre que le courant passe, mais par la gaine qui le recouvre. C'est ça, Et là, c'est évident qu'on est dans une situation complètement dingue, car si cette eau n'a pas la conductibilité de l'eau que nous a donné Sémir sur le suintement, la percolation, et c'est le cas, ça voudrait dire que cette eau circule, vous tenez bien, en circuit fermé. En circuit fermé. Alors un circuit fermé naturel, je connaissais pas encore moi. Mais en fait, cette vallée de Visoko recèle des techniques d'électricité que on ignorait. Une maîtrise électrique que l'on connaît, mais qu'on n'a jamais vue bâtie sous une forme, j'allais dire, aussi rudimentaire. Voilà. Et puis, au en final, général, ce genre de conductibilité relève de la très haute technologie, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et puis au final, c'est gigantesque au final avec tout ça. C'est énorme, puisque je vous dis 950 mètres de tunnel, c'est quand même gigantesque. C'est pas un seul et unique tunnel, c'est toute une série de ramifications. On pourrait parler d'un arbre en quelque sorte. Avec ses branches. C'est tout à fait redoutable, franchement. C'est tout à fait surprenant surtout, et c'est la raison pour laquelle, quand les analyses de la céramique vont nous tomber, puisque le béton, comme je vous l'ai dit, est en pleine analyse, et on peut déjà déterminer, d'après les premiers résultats que nous avons, que le béton est composé de plusieurs natures de composants, mais que déjà, le pourcentage de présence de ces composants
se retrouvent pratiquement en nombre entier. Ah oui, d'accord. Ce qui sous-entendrait un balancage mécanique. Comme par hasard, quoi. Et non pas naturel, puisque, je veux dire, dans la nature, elle fait pas, tiens, je vais mettre 20% de ça, puis 3% de là. Voilà, c'est ça, voilà. Voilà, elle balance tout, elle mélange, et puis elle fait pas les calculs. Voilà, faut voir les choses. Donc on devrait trouver du 32,776 quelque chose, par exemple, mais pas des nombres si précis, quoi, si proches. Je veux dire, au décime près la virgule du nombre entier, quoi. Ouais. Donc, je veux dire, il y a un problème, quoi. Voilà, c'est clair. Il y a déjà un problème là. Ouais. Et ces problèmes ne sont pas encore officiels, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est les premières constatations faites. C'est ça, on va jusqu'au bout du raisonnement. Normalement, on devrait avoir le résultat des laboratoires d'ici 5 à 6 mois. Ah ouais, quand même. À cause du problème de la radiodatation, puisque la radiodatation va se faire à la fois par thermoluminescence et en même temps par le carbone 14 en introduisant de la matière nucléaire qui va se désintégrer en désintégrant une partie du témoin, si je puis dire, mais qui va permettre de dater très exactement... Pour la petite anecdote, il s'est passé ça à l'école de Nancy, je sais plus le nom de l'école, et ils ont fait ça il y a 2 semaines ou 3 semaines. Ils avaient fait une expérience sur une pierre et ils ont été pris de panique. Il s'est passé un accident, il y avait les pompiers et tout. C'était assez marrant. Ils faisaient une radiodatation comme ça, exactement ce dont vous parlez. On n'a même pas abordé le tiers de toute cette histoire de la vallée de Visoko, c'est clair. Mais c'est vrai que ça a été une expédition fondamentale qui, je pense, a posé de nouvelles bases. Et pour simplement nos auditeurs qu'ils se rendent compte que c'est pas une expédition et une exploration parmi tant d'autres, nous avons fait un rapport. Ce rapport a été remis bien sûr au président de Bosnie-Herzégovine et à son gouvernement, à la Fondation pour la pyramide de Bosnie, mais aussi que nous avons adressé à l'UNESCO le rapport en question, en demandant un examen de cette vallée par des spécialistes et qu'on était prêt à être sur place avec eux pour leur montrer ce qu'on a découvert, qu'ils puissent le voir de leurs yeux vus, parce que peut-être il faudra classer cet endroit pour la sauvegarde de l'humanité, comme l'est notamment le Temple d'Angkor. Voilà. Et pas de réponse pour l'instant. C'est un peu, vous savez, c'est une très très grosse organisation. Il faut parfois plusieurs mois avant qu'ils vous répondent, et d'autant plus que nous ne sommes pas les seuls à faire des présentations de demandes de sauvegarde. Ouais, je vois. Et donc au final, oui, ma question, ça serait, est-ce que pour vous, la découverte de ces vestiges en Bosnie vous fait penser que cet endroit puisse avoir été habité par... Moi personnellement, je vais vous dire une chose, ça fait 30 ans que je cherche la preuve que les civilisations antédiluviennes ont existé. J'estime que je suis arrivé au bout de mon raisonnement sur la vallée de Bosnie. Ouais. Si les analyses finalisent effectivement tout ce que l'on a trouvé, toutes les mesures qu'on a prises, toutes les analyses des experts, on a bougé des gens pour l'émission des fréquences, pour la nature du béton, pour la nature de l'eau, pour la nature de la céramique, pour la disposition pseudo-archéologique de ces différentes singularités. On a fait un travail énorme. Je pense que si tout cela s'avère confirmé d'ici 5 à 6 mois, je dirais qu'en fait, ça ne m'empêchera pas de continuer de chercher l'histoire, mais j'aurai pour la première fois, et l'humanité avec elle, la première preuve réelle de l'existence de civilisations avant le déluge, et le fait que la préhistoire, au sens primitif, du sens que nous étions des primitifs, il va falloir peut-être leur pousser bien plus loin en arrière. Ouais, carrément. Ouais, c'est un grand pas qui a été fait dans l'histoire grâce à cette... Je pense que il va y avoir un avant-après. Voilà. Tout ce qu'on vient de dire est dit aussi, est écrit noir sur blanc sur le livre qui est dédié à l'EPR2. Ça s'appelle Vallée de Visoko, Bosnie, à la recherche de la vérité de Dominique Youngblood, aux éditions Terre d'Aventure. Voilà, un livre qu'on peut acheter sur votre site internet. Et oui, sur le site officiel, mais on peut le trouver en librairie, il n'y a aucun problème. Et très très bien, voilà. Bonne soirée Dominique, merci beaucoup. Merci beaucoup Mathieu. Merci aux éditeurs d'avoir écouté, et puis je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao à tous, à demain. Ciao.